Bonjour tout le monde. Ah ben, c'est coupé, non, si? Non, ça va. Vous savez qu'on a l'habitude de commencer à l'heure. Cette fois-ci, je commence 1 minute plus tôt. C'est pour surprendre. Toujours être sur le qui-vive. Bonjour, 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 bonjour. Il y a de la répétition dans l'air, hein. Je constate que c'est pas très original. Mais bon, on fait comme on peut. Ah, je vois un bonjour tout le monde, un hello. Oh, voilà une série de hello. Tchuss, ça, impeccable. Ohio. Ouais, mais il y en a qui votent plusieurs fois, je trouve, hein. Fred. Bon, bah, écoutez, les amis, on va commencer gentiment. Je vois que Franck vient d'arriver, n'a pas mis son micro, est encore en train de boire dans sa canette. Tout va bien. Verre d'eau. Verre d'eau. Ouais. Verre d'eau. Bonjour à tous. Ah, Ogba, salut. On s'était parlé, je crois, déjà au téléphone. Alors, la tête que vous voyez là sur l'écran, c'est pas la tête de Laurent Fabius. Les plus cultivés d'entre vous auront reconnu Shakespeare, qui a posé cette célèbre question, posture imposture, that is the question. Eh bien, on va tâcher d'y répondre dans ce webinaire qui, comme toujours, va vous proposer 3 coups de projecteur qui sont les suivants. Tadam! En coaching, il y a un vrai risque d'imposture, on verra lequel, on verra pourquoi. On va vous proposer un point crucial pour bien ajuster sa posture et évidemment ne pas être un imposteur. Et puis, on va voir comment on peut se perfectionner à la posture de coach. Voici les 3 parties de ce webinaire qui sera pratico-pratique, comme on essaie de le faire toujours. La première partie étant le risque d'être soupçonné d'imposture, voire de se soupçonner soi-même d'imposteur. Le complexe de l'imposteur est une chose très répandue et une épidémie chez les coachs. Et c'est assez normal. C'est assez normal parce que vous connaissez tous la cigale et la fourmi, la fourmi qui travaille, et puis la cigale qui joue de la guitare et qui s'amuse. Eh bien, des fois, on a l'impression que les coachs, ils font un peu de la guitare. Ce sont des experts de rien du tout. Ils ne donnent pas de conseils, ils ne font pas d'apport, ils ne préparent pas grand-chose à leur séance sous prétexte que tout est dans le vivant et dans l'émergent. Ils ne fournissent pas de compte rendu parce que ce serait indiscret. Et puis, ce n'est pas à eux de prendre en charge leurs clients. Mais malgré tout, ils facturent aussi cher, voire plus, que leurs collègues consultants qui, telle la fourmi, gratte en amont, en aval, pendant, tout ça, ils montent, ils descendent. Et les coachs, ils ont un peu les mains dans les poches et on pourrait donner l'impression que c'est des farfelus. Alors, la question, c'est est-ce que ça, c'est un coach ou est-ce que c'est un amateur qui est finalement pas crédible? Quelqu'un qui ferait ce métier-là. D'un autre côté, nos clients sont des gens sérieux. Généralement, c'est des experts dans leur domaine, ils sont soucieux du ROI. Alors, ce n'est pas le roi, le ROI, c'est le retour on investment, le retour sur investissement, parce qu'ils se disent, ben, le coaching, ça coûte bon, cher peut-être, peu importe, mais en tous les cas, il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte au moins l'équivalent. Et donc, c'est difficile parfois, surtout quand on est jeune coach, de se dire, est-ce que ma prestation vaut bien le prix que je la vends? Nos clients s'attendent à trouver en face d'eux des gens comme eux, donc des experts également. Or, pourtant, par structure, par nature, par définition, un coach est câblé différemment de son client. Parce que justement, ce qui va permettre de créer de la valeur pour le client, c'est l'impertinence du coach qui va venir de son extériorité. Et le comble de l'extériorité, c'est la différence. On est différent, on voit les choses différemment. Du coup, mes questions te décalent, te décentrent, etc. et t'apportent quelque chose. Parce que si c'est pour faire comme d'habitude, on n'aura pas, comment dire, avancé beaucoup. Vous savez, quand nos clients, quand nous-mêmes, nous avons besoin d'aide, c'est que nous ne réussissons pas à résoudre un problème. Un peu comme quand on cherche nos clés et qu'on ne les trouve pas.
Alors, quand on ne trouve pas nos clés, souvent, c'est parce qu'on les cherche à l'endroit où elles ne sont pas. On les cherche là où il y a de la lumière, parce que c'est là qu'on a l'habitude de regarder. Et en fait, si on les cherche là où elles ne sont pas, eh bien, c'est aussi parce qu'on ne les cherche pas là où elles sont. Donc, notre rôle à nous, coach, c'est de faire regarder le client ailleurs que là où il regarde, c'est-à-dire à décentrer l'expert de son expertise. Si c'est pas un métier de guignolo, ça, j'y comprends pas grand-chose. Et nos clients s'y trompent pas. Ils se disent, attends, il est gentil celui-là, il pose des questions sympathiques, intéressantes, mais enfin, est-ce que vraiment ça vaut ça? Voilà. Alors, je pose cette question, c'est une question que d'aucuns d'entre vous ne se posent pas, et tant mieux pour eux. Moi, je ne me la pose pas vraiment non plus. J'ai toujours eu le culot de m'en foutre de ça. Mais je sais que j'ai de nombreuses personnes qui ont beaucoup plus de conscience que moi comment dire, en supervision ou en formation, qui ça pose un problème quand même. Et bon, alors, le temps qu'ils trouvent, qu'ils mesurent par eux-mêmes la valeur et toute la puissance de l'effet coaching. Et du coup, c'est pas parce qu'on porte une chemise à fleurs et qu'on est un Bermuda qu'on n'est pas rigoureux, sérieux, efficace. Et justement, notre métier, c'est l'impertinence. Alors, notre métier, faut reconnaître que c'est pas super évident de n'avoir à vendre ou à faire que de tendre un miroir. Euh, le client a des questions cruciales qui le font souffrir, où il y a de gros enjeux, et lui on dit bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et donc le client dit bah, j'en pense pas grand-chose, justement, j'ai un problème avec ça. Et j'attendais peut-être, même si j'ai bien compris qu'un coach ne donne pas de conseils, j'espérais quand même que tu fasses autre chose que de me poser une question. Alors en fait, moi, jamais un client m'a dit ça. Mais c'est dans l'imaginaire du coach que peut-être le client va être insatisfait de simplement recevoir des questions. Et la satisfaction du client va beaucoup dépendre de la façon dont on pose le cadre et dont comment dire, on lance le niveau de la relation entre nous. Ce qu'il faut, c'est être capable de proposer un miroir qui soit euh, suffisamment bien incliné pour renvoyer une image du client qui soit alignée avec les objectifs qu'il se fixe dans le coaching. Et du coup, il ne se pose pas longtemps la question de savoir si vous êtes crédible, pertinent, trop payé, pas assez, suffisamment préparé ou non. Il s'en fout, il est passionné par ce qu'il voit dans le miroir et euh, il, euh, il creuse, il élabore, il s'intéresse et il trouve votre conversation super intéressante alors qu'il est tout seul à parler, évidemment. Voilà. Alors, quels sont, à votre avis, vous savez, on a pour habitude de vous poser des petites questions parce on est taquin et parce qu'on voudrait bien vous faire causer un peu dans le chat. Les points clés de la posture qui va rendre un coach crédible et légitime et donc surtout pas imposteur. Voilà, on vous invite à prendre une petite minute pour gratouner sur votre clavier quelques éléments de réponse intelligents que vous avez sûrement, la reformulation excellent, ne pas travailler à la place du coaché, etc. Et puis on va vous donner des petits clés de lecture, comme d'habitude, qui viendront en partie recouvrir, se superposer aux vôtres, parce qu'on n'a rien inventé, ni vous ni nous. On a le même métier et c'est donc pas surprenant. Je laisse à Franck le soin de dire des petites choses. Je vais avoir du mal, là, ça défile à une vitesse. Je remonterai le fil quand tu reprendras la parole. Parce qu'ils sont très forts, donc la posture, ils connaissent, quoi. Je t'avais dit, il fallait pas faire un truc sur la posture, ils connaissent tous. On a dit qu'on faisait un truc sur l'imposture. Ah oui, ils connaissent moins, là. Beaucoup de bonnes choses, effectivement, sur la position basse, sur l'écoute, sur s'affirmer, sur se former, évidemment. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus quelque chose qui est clé. Ce matin, j'ai eu une conversation intéressante avec un coach, un consultant allemand qui travaille en France depuis 15 ans et qui me disait, en France, on a encore la chance de ne pas avoir un diplôme imposé pour faire du coaching. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour ne pas se former, bien se former et se former sérieusement. D'ailleurs, peut-être ça sera justement une chance qu'il y ait un jour un diplôme. Je vois que plusieurs parlent du silence. Ce matin, je lisais dans un livre sur le yoga de Sri Aurobindo, qui est connu. Hein. Il disait, il y a une différence entre la quiétude, entre le calme, et puis la paix et le silence.
Et il pose le silence tout en haut de la pyramide. Donc le silence, c'est pas juste ne pas parler, ce serait trop facile. Le silence, c'est le silence intérieur dans lequel il n'y a pas de pensée. La quiétude, c'est quand je ne suis pas tourmenté. Le calme, c'est quand ce non-tourment est stabilisé. La paix, c'est quand il y a dans cette stabilité l'émergence d'une sensation, d'un sentiment d'amour rayonnant, de tranquillité, comment dire, de non conflit avec ni en soi ni avec autrui. Et puis le silence, ça vient dans la pleine conscience in fine de tout ça. Donc c'est déjà tout un travail que d'arriver au silence, et c'est pour ça que vous le citez abondamment, parce que c'est le grand dada des coachs, surtout ceux qui ne savent pas quoi dire. Et donc, je te taquine. Il ne s'agit pas de s'abriter derrière du silence quand on ne sait pas quoi dire. Il s'agit de ne pas juger, de ne pas manipuler, de ne pas interpréter, de ne pas tousser pendant que les gens parlent, c'est mal poli. Voilà, il s'agit de rester profondément tranquille et quelque part sans penser. Tu m'as fait m'étouffer. Oui, certainement, c'est de ma faute. Alors, mais ceci dit, Paul, c'est vrai que quand on rentre dans cet état de silence intérieur, des fois, il est effectivement difficile de le briser. C'est pas le plus simple. C'est-à-dire que quand on a fait un beau silence, et notamment quand un beau silence s'est installé dans la conversation de coaching, hein, on sait que probablement s'il est long, c'est qu'il fait suite à un insight. Mais il faut savoir aussi le briser, ce silence. Alors, qui va le faire? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est le coach? En fait, c'est tout un art quoi, qui est à pratiquer, qui est à pratiquer, qui est à pratiquer, qui est à pratiquer, qui est à analyser. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et puissant. Quelqu'un me demande les coordonnées du bouquin que j'ai cité, les voilà. Voilà, évidemment, le silence peut permettre aux clients d'avoir des prises de conscience. C'est d'ailleurs, comme le disait Franck à l'instant, souvent c'est à l'occasion des prises de conscience que le client rentre dans un état de silence où il y a des tas de neurones qui se connectent. Et pendant ce temps-là, il ne parle pas parce qu'il réfléchit à des tas de choses profondément. Alors, on voit aussi pas mal, je vois pas mal apparaître, Paul, excuse-moi, le cadre, poser le cadre. Et ça, je pense que c'est une des grandes richesses du coaching versus d'autres modalités d'accompagnement. Ce matin, j'avais également, suite à cette conférence, on vous propose de prolonger par des entretiens de 30 minutes. Et moi, j'en ai fait quelques-uns ce matin, là, notamment une autre personne qui se forme à la thérapie et qui est formée au coaching et qui me disait que on parlait du positionnement tarif dont on avait parlé dans la dernière conférence. Et elle me disait, c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être le coach facture beaucoup plus cher sa séance horaire. En revanche, il en fait beaucoup moins qu'un thérapeute, alors dans certains cas, hein, parce qu'il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Mais elle me disait qu'elle connaissait des clients qui avaient fait des années de thérapie. Et donc, c'est vrai, quand on prend le budget de quelques années de thérapie, une des grandes différences, c'est que le coach va vraiment travailler au sein d'un cadre. Et donc, cette histoire de cadre et donc de posture associée au cadre, elle est extrêmement importante. Enfin, le thérapeute aussi travaille au sein d'un cadre, mais c'est juste pas le même. Un cadre de séance, pas toujours. Ouais. Bon, enfin, il ne s'agit pas de polémiquer quoi que ce soit. Oh non. C'est juste d'insister sur l'importance dans le coaching de travailler. On est un dispositif orienté résultat. Et ce résultat, il est particulièrement très important de le définir dans le début de chaque séance et dans le début du coaching. Alors, le point crucial qu'on souhaiterait partager avec vous en complément ou en redite de ce que vous avez dit, pour la plupart ou pour certains, c'est qu'il faut avoir un échantillon sur soi. La photo de droite représente, vous savez, des petits échantillons de parfums qu'on vous donne quand vous êtes un client des parfumeries. Voilà, il s'agirait quand même de porter les valeurs du coaching en ayant un échantillon sur soi. Qu'est-ce que c'est qu'être crédible finalement? C'est une qualité de présence, c'est être à l'écoute des écosystémiques, bien évidemment. C'est être capable d'offrir un questionnement impertinent qui soit orienté solution. Ce n'est pas une faute de parler d'impertinent. C'est l'ultra-pertinence que d'être impertinent par rapport au champ habituel de réflexion du client. Et puis, une autre clé qui est extrêmement puissante, c'est celle de s'aligner sur la cible en incarnant le comportement que le client cherche à acquérir. Alors, c'est une phrase compliquée, réfléchissez-y. Mais c'est surtout une pratique ceinture noire, troisième dan, dans le coaching, qu'il faut qu'on évoquera une autre fois. Cette fois-ci, on va se centrer sur autre chose. Je continue encore un peu.
en allant jusqu'au slide 19. Alors, la question de la présence, c'est la question de est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à votre question? Est-ce que vous êtes en train de penser à votre image? Est-ce que vous êtes en train de vous préoccuper de comprendre ce que dit le client? Ou est-ce que vous êtes là? L'écoute profonde, ça se travaille. Ça se travaille pas simplement pour bien comprendre ce que dit la personne, mais surtout pour être complètement détendu, disponible. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que on s'imagine qu'il faut faire des choses. On s'imagine notamment, parce que le client a des attentes, qu'il faudrait répondre à ces attentes. Alors, ben non, il ne s'agit pas de répondre à ses attentes, il s'agit de créer de la valeur pour lui. Et c'est pas vous qui allez expliquer à votre plombier quelle clé il doit prendre dans sa sacoche pour réparer la fuite. Sinon, c'est pas la peine d'appeler un plombier. De la même manière, le coach n'est pas là pour répondre aux attentes du client. Il est là pour l'aider à résoudre des difficultés pour lui-même, par lui-même et en lui-même. Et ça repose sur une singularité propre au coaching, qui est une qualité de présence tout à fait exceptionnelle par rapport à ce qu'on vit dans les relations ordinaires avec les gens de tous les jours. Ce qui fait d'ailleurs que des fois, les clients n'ont jamais pu avoir une relation et une communication aussi vraie que pendant ce travail sur soi qu'ils ont pu faire pendant 4, 5, 6 séances avec un coach. Comment est-ce qu'un coach réussit ce petit miracle d'être complètement là, en claquant des doigts, au moment où la séance commence? Alors, quand je dis complètement, évidemment, il fait comme il peut, le brave coach. Hein, c'est pas Superman ni Wonder Woman. Mais malgré tout, c'est pour ça qu'on le paye. Et c'est à ça qu'il s'évertue. C'est ça qu'il s'évertue de faire. Eh bien, il va. La plupart d'entre nous sommes exilés dans notre tête. Donc là, j'ai représenté un petit bonhomme sympathique, mais qui a surtout une grosse tête et un tout petit corps ridicule. Eh bien, au contraire, le coach est bâti en poire, c'est-à-dire qu'il a toute l'énergie dans le corps et très peu dans la tête. Je ne dis pas que les coachs sont des moineaux qui n'ont pas de tête, des écervelés, parce qu'il faut quand même bien se concentrer pour bien comprendre et aussi pour bien formuler nos questions. Il y a une vraie expertise dans le coaching qui est une expertise en communication. C'est l'expertise de la position méta, c'est l'expertise de l'impertinence et de la position décalée. Mais il faut s'enraciner dans son corps. C'est absolument fondamental de faire ça. On ne le dit pas assez. Pour autant, le coaching ne consiste pas, enfin, se former au coaching ne consiste pas à faire des postures de yoga ou à faire des entraînements sophistiqués comme comment dire, au couvent de Shaolin, au temple de Shaolin en Chine. Il ne s'agit pas de faire des arts martiaux. Ça ne se travaille pas sur un tapis, l'enracinement. L'enracinement des sensations, ça se travaille dans la vraie vie. Maintenant, tandis que vous nous écoutez, comment est-ce que vous respirez? Comment est-ce qu'est votre colonne vertébrale? Comment est-ce que sont vos yeux? Sont tendus? Sont détendus? Où est-ce que vous êtes? Votre attention, où est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'elle est dans le front? Est-ce qu'elle est à l'arrière de la nuque? Qu'est-ce que vous en savez de ça? Ben, vous le savez, enfin, vous le saurez si vous vous posez la question. Et se poser la question, c'est pas d'une manière intellectuelle, c'est en descendant dans vos sensations pour trouver, comme quand on cherche un trombone au fond de sa poche, on tâtonne. Eh bien, avec votre attention, vous allez tâtonner dans votre corps pour sentir où vous êtes. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les échos systémiques qu'il y a éventuellement dans cette situation? Et tout ça en étant détendu. Mais bon, ça s'apprend, hein, parce que sinon, il y a le stress qui monte et hop, on repart dans la tête. Ou on repart dans l'émotion. Et il s'agit ni d'avoir des émotions hors sujet, ni d'avoir des pensées extravagantes qui sont oh là là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce qu'il va s'en sortir, comment je vais trouver ce serait quoi une bonne question? Tout ça, c'est des questionnements extravagants. Alors, c'est pas extravagant pour un coach qui débute. Ce sont des bonnes questions de coach débutant, ce qui prouve son engagement, qui prouve, comment dire, son implication dans la situation de coaching. Mais un coach senior qui crée une valeur profonde et puissante, il a laissé derrière lui ses questionnements et ses agitations mentales pour être complètement dans la présence, la tranquillité, et il laisse émerger du fond de la relation des inspirations, des intuitions, et même s'il y a beaucoup de techniques pour en arriver là, c'est quand même quelque chose qui relève de l'art et non pas de la technique. Je te passe la parole, Franck. Allez, bah écoute, si tu veux.
Je suis en train de répondre je crois, à Laurence. Mais il y a eu toute une petite discussion, donc je ne sais plus en fait au bout d'un moment à qui je réponds. Euh, Je réponds parce qu'il y a eu aussi des questions sur quand j'ai parlé de mon coach allemand là sur l'obligation. Donc quelqu'un me disait qu'effectivement en coaching sportif, on doit avoir un numéro, et donc je dis qu'un jour ou l'autre ça finira bien par nous arriver à nous aussi. Et donc quelqu'un disait, on entend parler de qualification Calliope, notamment en tant que consultant en reconversion pro ou autre. Oui, effectivement, je pense qu'il y a Calliope, puis il y a le RNCP, et puis ils sont pas au bout de nous inventer quelques belles intelligences encore, jolis trucs qui vont occuper les auditeurs. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Alors effectivement, on voulait faire un zoom aujourd'hui. C'est compliqué de faire des zooms sur on ne peut pas parler de tout, et si on parle de tout, on parle de rien. Donc, on avait choisi aujourd'hui de faire vraiment ce zoom sur la qualité de présence. À quoi elle sert, cette qualité de présence? Elle va servir essentiellement à écouter. Et moi, alors Paul a quelques belles années d'antériorité sur moi dans le coaching, puisqu'il a démarré ça beaucoup plus jeune que moi. Et je me rappelle que nos premières discussions, quand on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, portaient sur cette question-là. Alors moi, je suis de formation plutôt ingénieur, rationnel, etc., tout en étant très ouvert, je l'espère en tout cas, à tout ce qui peut m'aider à en sortir. Mais bon, toujours est-il que quand il m'expliquait que, je ne sais plus, un jour où je faisais tomber une pile de papier en même temps qu'on discutait, il me disait, que te dit cette pile de papier qui vient de tomber? Je disais pas, bah rien, elle est juste tombée, quoi. Et au fil des mois, au fil des années d'expérience, j'ai compris que savoir écouter, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment infiniment plus complexe que ceux que j'avais pu apprendre jusque-là. Probablement que ce que j'avais appris jusque-là dans ma carrière essentiellement de manager, c'était les 2 premiers niveaux. Peut-être un petit peu le 3e, mais certainement pas le 4e. Alors là, c'est un extrait vous savez que nous, on travaille avec les 4 énergies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Je dis, vous savez, pour ceux qui se connectent pour la première fois aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais comme c'est un cycle de conférences qu'on a démarré au printemps, on en a déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui nous suivent régulièrement. Et puis pour les autres, il suffit d'aller sur le site Énergie et vous trouverez de la littérature un petit peu là-dessus. Et donc l'écoute de terre, puisqu'on a fait un parallèle avec ça, c'est l'écoute à laquelle nous avons été formés depuis tout petit. C'est l'écoute des mots, c'est l'écoute du contenu, c'est ce que vous êtes probablement en train de faire. Vous m'écoutez parler, vous m'écoutez dire quelque chose. Celle-là, non seulement tout le monde sait à peu près l'écouter, mais je dirais que c'est presque celle qui nous empêche d'écouter le reste. On a tellement été conditionnés à écouter celle-ci que on a atrophié nos canaux d'écoute 2, 3, 4. Alors, l'écoute empathique des émotions, ça commence à faire quand même quelques années qu'on apprend aux managers, qu'on apprend à tous les gens qui se baladent dans les entreprises, à savoir écouter ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, c'est-à-dire à minima l'écoute des émotions. Et cette capacité d'empathie, alors que l'on a ou que l'on n'a pas, que l'on peut travailler, qui peut se développer, mais c'est vrai que certains ont un don. Et d'autres, pour lesquels ils n'ont pas ce don, c'est peut-être un petit peu plus dans l'apprentissage que ça vient. Je ne vais pas vous en parler parce que tout ça, vous connaissez par cœur. L'écoute du cadre de référence, quand on est manager, enfin, là, je reprends mon exemple, hein, l'écoute du cadre de référence, je pense que c'est quelque chose que je devais faire à la Monsieur Jourdain, c'est-à-dire je devais le faire sans savoir que je le faisais. C'est que quand on écoute quelqu'un raconter sa situation, son problème, les solutions qu'il aimerait trouver, à un moment donné, il peut être intéressant d'écouter non pas la problématique dont il nous parle, mais la façon dont il s'est construit cette problématique, c'est-à-dire la façon dont lui-même s'est créé à partir de ses valeurs, de ses croyances, de son expérience, de son éducation, etc., de ses filtres, de son cadre des références. Comment est-ce qu'il a réussi à finalement... qu'est-ce qu'il écoute et qu'est-ce qu'il n'écoute pas, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il ne voit pas, de qui il parle et de qui il ne parle pas. Et à partir de là, vous avez des éléments d'écoute du cadre de référence de la personne. Puisque vous le savez, chaque personne, plusieurs personnes, on a vécu il n'y a pas longtemps avec Paul une petite expérience intéressante de début de médiation où lui a écouté l'une des 2 parties et moi j'ai écouté l'autre partie. Et effectivement, c'était très intéressant. Si on s'arrête à l'écoute de l'explicite et des émotions, on n'allait pas bien loin. Et assez rapidement, on a pu déterminer des éléments du cadre de référence de chacun. Et c'est ça qui nous a permis de déterminer si les conditions de réussite pour la médiation étaient réunies ou pas. Voilà. Et puis, il y a un 4e niveau d'écoute, c'est l'écoute des échos systémiques. Et donc, cette écoute, c'est celle-là qui peut paraître un peu magique,
et c'est celle-là dont je parlais, qui parfois peut nous faire dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du raisonnable quand on parle de l'écoute des écosystémiques que vous connaissez en tant que coach, vous en avez déjà entendu parler et vous la pratiquez tout le temps, mais c'est celle-là qui nous paraît être la plus importante à travailler, à retravailler, à développer, parce que c'est celle qui permet probablement les plus beaux insights. Quoique, il y a des insights à partir de l'écoute de terre, à partir de l'écoute des émotions, à partir de l'écoute du cadre des références. Donc, il y a des insights à tous les niveaux, mais c'est vrai que probablement, par expérience, les séances les plus fortes que l'on a pu vivre, elles ont souvent été liées à cette écoute des écosystémiques. Alors, c'est quoi cette écoute des écosystémiques? C'est finalement avoir cette capacité d'écouter de manière extrêmement fine, y compris ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, puisque nous sommes une caisse de résonance en fait, hein, nous offrons aux clients une caisse de résonance, donc du coup qui dit caisse de résonance dit vibration, et ces vibrations que cela fait à l'intérieur de nous, c'est important de savoir les écouter, donc ça n'a plus rien à voir avec le client, hein, et voire même éventuellement, on aurait presque pu en rajouter une cinquième, enfin à mon avis elle est dans la même, ce que je peux écouter qui se passe autour de moi, et qui donc n'a rien à voir avec la situation. Je me rappelle deux petits exemples hein, en coaching individuel et en coaching d'équipe. En coaching individuel, un jour où j'étais dans une séance de supervision en train de m'enliser, mais je marchais, et à un moment donné, je vois le soleil qui sort derrière un arbre, et juste à ce moment-là, d'un seul coup, dans la séance, on y a vu clair. Alors, probablement que c'est pas magique, c'est pas le soleil qui se lève à cet endroit-là chez moi qui fait que ça devient clair dans la séance, c'est simplement que le fait que je sois attentif, particulièrement à ce moment-là, à cet élément du décor et pas à un autre, qui provoque effectivement probablement une écoute plus claire à l'intérieur de moi-même et qui provoque chez mon interlocuteur une expression plus claire de ce sur quoi il était en train de ramer. Un autre exemple, c'est un coaching d'associés où on était en train de faire un bilan de fonctionnement en marchant aussi, parce que moi j'aime bien faire du coaching en marchant, et on était dans la grisaille, hein, c'était en hiver, il faisait pas très beau, et il y avait de la brume, et on avait un peu de boue en plus là où on marchait, donc c'était pas très confortable. Et on patinait, c'était le cas de le dire, hein, c'était très drôle parce qu'il y avait une espèce d'écosystémique entre le fait qu'on patinait dans la boue et le fait qu'on patinait aussi dans le bilan de fonctionnement. Et à un moment donné, on arrive à un endroit où le brouillard, on est passé au-dessus du brouillard, donc forcément on avait une belle vue dégagée. Et il y avait un banc, juste à cet endroit-là, un banc, ils se sont assis, et là, ils sont vraiment rentrés dans ce qui était extrêmement utile pour eux. Donc, et peut-être d'avoir cette écoute, de savoir écouter, et pas juste de continuer le chemin en marchant avec eux, mais de savoir leur offrir ce moment de respiration où on s'assied sur un banc, clac, il se passe un truc qui est un peu magique. Voilà. Alors, cette finesse dans l'écoute, eh ben, il faut la travailler. Et c'est pas forcément évident de la travailler. Je me rappelle, moi, du premier exercice en coaching, quand j'avais fait ma formation il y a une quinzaine d'années, où on devait apprendre à écouter l'autre sans l'écouter. Et pour ça, on regardait le troisième œil, c'est l'œil qui est au milieu du front, qui permet en fait de regarder la personne dans son troisième œil, c'est-à-dire de s'échapper du regard et donc de pouvoir se concentrer un peu plus dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc c'était une petite technique, hein, c'est tout bête, hein, mais c'est parmi les petites techniques qu'on peut apprendre. Et c'est très difficile à faire. Enfin, en tout cas, quand on l'a jamais pratiqué, je me rappelle que c'était un exercice que j'avais trouvé très difficile. Bien, c'est ce qu'il faut essayer de faire, et ce à quoi on s'entraîne nous dans nos formations de perfectionnement, c'est d'essayer de vraiment, comme le disait Paul, écouter à partir de son centre, et un centre le plus dépollué possible, et donc le plus présent possible à ce qui est en train de se passer. Et c'est probablement pour ça que c'est un métier qui nécessite qu'on n'enchaîne pas les séances de coaching, parce que pour offrir aux clients cette qualité de présence, cette qualité d'écoute, il faut vraiment aussi se préparer, rentrer dedans au bon moment pour soi-même en tant que coach. Et donc, c'est probablement pour ça que effectivement le coaching a un coût, quoi. Voilà, donc il faut être présent à la fois intensément, parce qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait rupture de la relation. Le client qui est toujours en train d'élaborer à ce moment-là a besoin de sentir que vous êtes profondément là. Et en même temps, il faut que vous soyez profondément en vous-même, dans cet état de vide. Quelqu'un parlait du vide et du plein. Oui, c'est important. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir une possibilité qu'un plein arrive, il faut d'abord faire le vide, parce que sinon il n'y a plus de place. Nos journées sont remplies de moments où on fait le plein. Et donc, il y a vraiment cette nécessité, et probablement par alignement aussi entre ce que le coach est en train de faire à l'intérieur de lui-même, va produire chez le client, par effet de synchronicité, pas de synchronicité, de neurones miroirs ou de je ne sais pas quoi, ça va provoquer probablement quelque chose d'identique qui va lui permettre à lui de trouver une solution, et donc un nouveau plein. Donc ça, c'est quelque chose qui
en particulier, nous paraît être extrêmement précieux et extrêmement important à travailler, à développer. Et je pense qu'on n'a jamais fini de s'entraîner sur ces sujets-là. Voilà, c'était un exemple parmi, vous vous en doutez, beaucoup d'autres. Hein. Paul a parlé d'impertinence, on pourrait parler aussi de la capacité à challenger. On a souvent dans nos formations coaching d'équipe des gens qui sont facilitateurs, j'en parlais ce matin avec l'un d'entre eux, et c'est vrai que on va retrouver dans l'énergie de la terre et de l'eau ce qu'un facilitateur va faire. Beaucoup, c'est-à-dire poser le cadre, définir les conditions d'une belle séance de travail, très positive, très constructive. Donc on va trouver des éléments de terre et puis on va trouver des éléments qui sont liés au lien, à la circulation de la parole, à la facilitation de la parole, etc. Et puis ensuite on va rentrer dans deux éléments qui sont l'air et le feu, qui sont spécifiques au coaching. Alors, en même temps, les frontières, c'est bien parce qu'on a besoin de poser des mots sur des choses. Les frontières, elles sont évidemment pas aussi exactes que ça. C'est comme tout à l'heure, l'exemple avec la thérapie. Mais dans l'air, on va travailler cette impertinence, et dans le feu, on va travailler ce côté challenging, ce côté passage à l'action. Il y a des séances de coaching, par exemple Alain Cardon, on enregistre pas mal, où on voit bien qu'à un moment donné, il y a un point de bascule dans lequel on va vraiment rentrer dans le moment où il va y avoir prise de décision, action, mise en action, transformation. Ce que nous on appelle le feu, qui est donc mettre l'étincelle. Bon, mais tout ça, c'est des points qu'il faut travailler avec une grande précision. Ce sont des gestes. Et effectivement, comme disait Paul, on ne va pas expliquer au plombier quelle clé à molette il doit prendre pour dévisser l'évier. Mais c'est un peu ça qui se passe pour nous, même si ce ne sont pas des outils qu'il est facile de décrire. Ce sont en tout cas des points de posture qui font toute la différence et qui font qu'à un moment donné, pour relier avec le sujet d'aujourd'hui, le client ne se posera jamais la question de l'imposture parce qu'il aura senti au travers de notre posture qu'il y a vraiment une différence. Voilà. Comment est-ce que nous, on propose ça ? On propose en fait de le travailler au travers du coaching de l'énergie. J'ai vu que quelqu'un, alors je ne lis pas le chat parce que sinon on se déconcentre, mais c'est Paul qui s'en occupe. Effectivement, on a ce modèle terre, eau, air, feu qui est notre modèle. Et en fait, ce qu'on propose dans un atelier de perfectionnement à la posture, c'est de travailler ces 4 angles de la posture que l'on identifie, nous, comme étant terre, eau, air, feu, parce que c'est notre modèle, hein, il pourrait y avoir plein de façons différentes de le décrire. Et de le faire un peu comme, j'aime bien cette photo que tu as choisi, Paul, parce que quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était un massage. Au début, j'ai cru que c'était des mains qui massaient une tête. Et en fait, il y a vraiment ça, c'est la totalité. On essaye de masser le cuir chevelu dans la globalité, autant pour ceux qui ont besoin d'être coach individuel que pour le coaching d'équipe, les deux étant de toute façon intimement liés, hein, puisque tout est systémique. Et même quand on fait du coaching individuel, on fait en fait du coaching d'équipe, puisqu'on coach l'équipe qui est autour de la personne qu'on est en train de coacher. Voilà. Et donc, voilà, je l'ai dit avant de montrer le slide. Voilà. Donc, même si je suis en train de coacher le petit bonhomme qui est au milieu de la figure, je suis aussi en train de coacher son système. Et donc, ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que pour nous, ces deux facettes, elles ont besoin d'être travaillées en même temps, coaching d'équipe, coaching individuel. Et ceux qui font que du coaching d'équipe savent qu'il y a des moments où on fait du coaching individuel au sein du coaching d'équipe, ne serait-ce que quand on fait ce qu'on appelle du coaching dans le décor, puisqu'il y a des choses extrêmement puissantes qui peuvent se passer dans les pauses, dans le soir du premier jour, le matin du deuxième jour, etc. Donc, et pour ça, on essaye d'être. C'est une formation où on garantit, hein, c'est pas qu'on essaye, où il n'y a que du training. C'est-à-dire que toute la qualité de la formation, elle dépose sur les débriefs. Débriefs d'ailleurs qui sont faits pas que par nous, qui sont faits aussi par les coachs. On travaille avec des tout petits groupes, hein, de 8 à 12 personnes max. Et donc, je pense que travailler la qualité du débrief, c'est extrêmement important. Franchement, quand on a commencé il y a, je sais pas, 7, 8 ans, 10 ans, je ne me rappelle plus, Paul, à former une première promotion de coach, je me suis dit que c'était pour moi, formateur maintenant de coach, la plus belle des supervisions que je pouvais imaginer et le plus bel apprentissage que je pouvais imaginer pour moi-même. Parce qu'en fait, quand on est en situation de débriefer sur un training qui a été joué devant tout le monde, la qualité du débrief qu'on va pouvoir faire nous fait travailler chacun, y compris sur notre posture.
Donc tout ça est systémique au sens où que je sois en train d'être celui qui s'entraîne, que je sois en train d'être celui qui va jouer le rôle de l'équipe ou du coaché, que je sois celui qui est en train de débriefer, de toute façon, je suis en train de bosser. Donc c'est des journées extrêmement intenses, mais qui sont centrées à 100% que sur du training. Ce qui veut dire que, évidemment, ce sont des formations qui s'adressent qu'à des gens qui sont déjà formés au coaching et qui ont déjà appris les outils de base du coaching. Et puis, on offre aussi ça, alors avec un regard exigeant, mais très positif et très exigeant, puisque pour nous, les deux vont très bien ensemble. Hein. Un regard positif, c'est pas un regard de bisounours. Un regard positif, c'est un regard qui vise à faire en sorte que l'autre se développe à partir de ses points de ses points forts et qu'il les pousse à l'excellence. Hein. Nous, ce qu'on aime bien comme équation dans ce genre d'atelier, c'est l'impact d'un coach, c'est son potentiel de coach moins tous les parasites. Donc, on essaye aussi de faire tomber tous les parasites, toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur vous-même, que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Et qu'on regarde au travers donc, de ces quatre énergies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Voilà. Alors, effectivement, bon, c'est nous qui... alors, je ne sais pas si on est formateur expert, mais j'espère que nous le sommes devenus au fil des années, mais c'est nous qui sommes, Paul et moi, les deux formateurs de cette formation spécifique. Et on va aussi modéliser... alors, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur des cas que nous traitons, nous, en coaching individuel ou coaching d'équipe. Donc, des histoires qu'on raconte, mais évidemment, très rapidement, ce qui se passe au sein des groupes, c'est que les groupes arrivent avec leurs propres histoires. Et donc, il y a aussi la possibilité, au travers de ce travail-là, de travailler sur des cas sur lesquels vous auriez besoin dans une forme de supervision. Mais on ne fait pas de la supervision, hein, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on prenne le temps de travailler sur des situations de coaching que les uns et les autres peuvent amener. Et comme c'est 100% en présentiel, on en profite aussi pour modéliser un certain nombre de petites expériences de cohésion d'équipe ou de moments de coaching individuel. Par exemple, sur l'écoute, on a un exercice qui plaît beaucoup en général, où on s'appuie, et c'est pour ça qu'il y avait la photo de Herbert von Karajan tout à l'heure, qui s'appuie sur de l'écoute de musique. Et en fait, on essaye de regarder comment, en enlevant le texte, c'est-à-dire en écoutant juste de la musique, comment est-ce qu'on peut travailler notre oreille d'écoute de coach au travers de notre oreille dans laquelle il n'y a plus de mots à écouter, mais il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des effets systémiques aussi à écouter entre la musique et nous-mêmes. Et donc, en général, c'est une séquence qui plaît bien et que plusieurs coachs nous ont dit réutiliser avec leurs clients par derrière, parce qu'effectivement, voilà, c'est aussi l'occasion d'apprendre peut-être quelques méthodes qu'on peut utiliser dans nos coachings. Voilà un petit peu comment on s'y prend dans la bonne humeur et dans l'implication. Là, on vient de terminer des enregistrements de vidéos des derniers participants. C'est revenu plusieurs fois dans leurs mots et c'est des journées fatigantes, nous disent-ils, très riches mais fatigantes, parce qu'on se donne beaucoup, étant donné que ce sont des petits groupes et donc vous êtes très fortement sollicités et la réussite du collectif passe par l'implication de chacun. Voilà, je suis en train d'ailleurs de modifier la fiche sur le site. J'ai vu que quelqu'un, je vous suggère d'y aller. J'ai pas eu le temps de valider avant de me connecter parce qu'elle a évolué. Donc, je suis en train, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je suis un couillon, excusez-moi. Et j'ai oublié de valider la fiche avant de me connecter au webinaire. Voilà, un trait de lucidité. Tu nous honores d'un grand trait de lucidité tout d'un coup. C'est un grand jour. En parlant de mon imbécilité, oui, c'est ça, exactement. Non, mais tu connais ma capacité à démarrer les choses et à pas les finir, hein, Paul. Mais pas tant que ça. Hein. Voilà. Alors, ce matin, ce matin, pourquoi je dis ce matin? Parce que c'est écrit ce matin, en fait. Donc, ce midi, nous avons partagé l'impératif de mission juste. Hein. Je crois que c'est au-delà de devoir justifier quoi que ce soit, parce que finalement, on n'a rien à justifier à personne. Mais je pense qu'on doit ça à nos clients. Une position juste. Et je pense que là où des grands sportifs vont s'entraîner, à répéter des gestes, etc., je pense que nous devons à nos clients de nous entraîner régulièrement et probablement toute notre vie de coach. Et en plus, en général, on aime bien ça, donc ça tombe plutôt pas mal. On a partagé sur une des clés qui permettent justement d'être crédible et bien aligné avec l'esprit du coaching, hein, sur cette histoire de qualité de présence, d'écoute
et d'écoute méta. Et on vous a évidemment un peu parlé. On ne le fait pas à chaque fois, mais là, on avait envie de vous parler de cet atelier que nous avons lancé au perfectionnement et qui permet en plus donc, de toucher aux 4 énergies terre, air, feu. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, on vous propose 3 formules. D'habitude, on n'en propose qu'une. Là, on avait envie, on est très généreux en ce début d'année pour se souhaiter la bonne année. On a envie d'en proposer 3. D'abord, ceux qui auraient envie de prolonger la conférence d'aujourd'hui par un entretien de 30 minutes sur cette question de la posture, parce que vous avez une question, parce que vous avez envie de partager une expérience, parce que vous avez envie de modéliser quelque chose ou d'échanger sur une problématique que vous avez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous devez, alors peut-être tu peux remettre le lien dans le chat, Paul, en général c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi, et certains ont commencé largement à le faire, à cliquer sur le bouton rouge en haut de l'écran, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Donc ça c'est encore plus simple, puisque vous arrivez exactement sur le lien que Paul a mis dans le slide. Voilà. Et donc ça, c'est une première formule. C'est ce matin, j'ai passé, comme la dernière conférence était sur les tarifs, j'ai passé une demi-heure avec une personne fort sympathique avec qui on a discuté de son positionnement de tarif. Et puis ça s'arrête là, on se reverra probablement jamais, mais elle m'a dit qu'elle reviendrait dans la conférence. Mais donc c'est vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, nous, ça nous enrichit aussi. On va se lancer dans le live LinkedIn. Alors, on n'a pas mis les modalités parce qu'on ne sait pas encore trop exactement comment ça se passe, mais ça n'a pas l'air bien compliqué. Et par contre, on a pris une date, donc ça sera le mardi 17 janvier de 17h30 à 19h. Et donc là, on parlera, on répondra aux questions que vous aurez envie de nous poser. Alors, on s'est dit qu'on voudrait prolonger un petit peu la séance d'aujourd'hui avec les questions que vous lisez là sur le slide. Maintenant, évidemment, s'il y a des questions qui sortent de ce sujet, il n'y a pas de souci, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis parce que peut-être, évidemment, certains ont envie d'aller un peu plus loin et nous posent des questions, en même temps s'engager sur une formation de 8 jours, c'est pas évident. Et donc je vous renverrai le lien vers la page modifiée parce que elle est pas complètement à jour, y compris sur la part tarif. Et pour ceux qui auraient envie de goûter un petit peu à notre pédagogie, qui auraient envie de goûter un petit peu à ce sujet de la qualité de présence, on vous propose aussi une session de training le 23 janvier. Alors là, évidemment, c'est pas cher du tout, c'est 50 € les 2 heures. Le 23 janvier de 10h30 à 12h30. Et pour ça, on vous enverra également les modalités dans le mail qu'on vous enverra en replay. Puisque comme vous vous êtes connecté, là on doit avoir votre adresse mail que vous avez dû renseigner dans le formulaire. Donc on se permettra de vous envoyer le replay et les précisions sur ces 2 nouveaux événements, la session LinkedIn du 17 et puis un atelier pour s'entraîner le 23 janvier. Voilà, s'il y a des questions, du coup la question de Vincent, il vient d'y avoir sa réponse. Oui, il y aura un replay, absolument, et on vous l'enverra. Et puis, je ne sais pas. Et Franck, on nous dit que l'e-book ne se télécharge pas. Donc, il y a un bug sur le site dont on n'était pas au courant. On va regarder ça, je vous rassure. Donc, revenez ces jours-ci. De toute façon, on va envoyer à tout le monde, tous les participants, là, on va vous envoyer le lien vers l'e-book pour que vous n'ayez pas à vous embêter avec un bouton qui ne marche pas, mais on va régler notre histoire de bouton dans les coulisses d'ici la prochaine fois qu'on se voit. Voilà. Ouais, on est plus à l'aise dans les conférences que dans la capacité à mettre à jour notre site, je crois. Alors, vous voyez, dans votre écran en haut à gauche, il y a marqué Click Meeting. Ensuite, il y a un bandeau vert, prendre rendez-vous, cliquez ici. Et puis, c'est là qu'il faut cliquer pour prendre rendez-vous. Il y a 13 personnes qui l'ont fait. Parmi ces 13 personnes, certains ne vont pas aller jusqu'au bout. On ne sait pas bien pourquoi. À chaque fois, il y a cette chose-là. On a un gros chiffre, un certain chiffre qui s'affiche. Là, on est passé à 16 depuis que j'en parle. Et puis, à la fin, on n'a que 8 ou 9 rendez-vous. Alors, c'est peut-être parce que finalement, ça ne colle pas ou j'en sais rien. Mais j'espère qu'il n'y a pas un bug là encore entre le moment où on clique. De toute façon, vous aurez nos emails dans le mail qu'on va vous envoyer. Donc, si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à nous demander un rendez-vous en off. De toute façon, cette demi-heure, c'est un bon moment qu'on passe ensemble.
de façon détendue, entre professionnels. On s'intéresse à vous, à ce que vous voulez. Et puis, évidemment, des fois, c'est en rapport direct avec le thème. Généralement, c'est le cas. Puis, des fois, il se passe un peu autre chose. Vous avez d'autres préoccupations dont vous nous parlez. Et en bon coach que nous essayons d'être, eh bien, on s'intéresse à ce qui vous intéresse. Voilà. Donc, merci pour votre participation à cette masterclass. La prochaine est prévue le 30 janvier, je crois. Écoutez, là, je dis des bêtises. Hein, non, la prochaine, elle doit être en février maintenant. 30 janvier, c'est pas ça. Bon, de toute façon, il y a suffisamment d'informations sur la suite là, dans le slide qui est affiché. Ne mélangeons pas trop d'infos. Cette masterclass, elle a lieu tous les mois, dans un créneau horaire à peu près comme celui-là. Des fois, en fonction de ce qui est disponible, des fois c'est 11h, des fois c'est midi, des fois c'est 13h. C'est souvent le lundi, mais pas obligatoirement. Voilà, comme ça, il faut rester agile, il faut rester vif. Ça vous maintient alerte. Et nous aussi. Merci à tous. Bonne journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Allez, bon appétit, oui. Je te laisse fermer, Paul. Oui. Que je le fasse. Non, je vais le faire. Oh là là, je sais faire ça. Mais je prends mon temps. Bon, en fait, vas-y, fais-le parce que je ne trouve plus le bouton. Moi, une fois sur deux, c'est pareil. Donc... Si je fais faire